Bienvenue tout le monde dans un épisode Humble Bundle numéro 5, celui de juin 2021. Puis ça, dans un vidéo Humble Bundle, c'est tout simple. Je prends toutes les vidéos qu'il y avait en stock pour le mois, puis j'en fais une critique. Bonne écoute tout le monde. Donc le premier jeu que j'ai essayé pour le Humble Bundle de juin, c'est Desolate. Desolate, c'est un jeu de survival, mais qui a un peu des mécaniques similaires à ce qu'on verrait dans peut-être un vieux action RPG, là. Ce qu'on voyait un peu juste avant Dark Souls. Il n'y a rien de vraiment compliqué dans les mécaniques de combat. Comme vous pouvez voir, par contre, il y a une barre de stam dans le coin, en bas à droite. Il y a quelques petites stats à faire attention, comme c'est un survival, évidemment. Il y a la faim, il y a le stress, il y a la température, il y a la soif et il y a votre barre de vie. Les ennemis sont quand même assez résistants. La majorité du temps que vous avez des armes plutôt physiques, que ce soit crowbar que vous allez ramasser à terre, des bâtons ou quoi que ce soit dans le fond que vous allez être capable d'utiliser pour frapper vos ennemis. Chaque arme a aussi une barre de durabilité que vous pouvez voir en ce moment juste en bas de la barre de stamina qui est plutôt un cercle de stamina. Ça, c'est une autre arme que je voulais vous montrer qui est le bat de baseball. Certains ennemis sont un peu plus mutanesques, comme un peu des zombies type character qui vont essayer de vous courir après puis vous donner des maladies puis des infections. Ici, c'est l'inventaire. Dans l'inventaire, vous pouvez toujours avoir 4 armes différentes équipées sur vous. Et plusieurs armes. En fait, c'est un poids que vous pouvez avoir sur vous. C'est pas vraiment une quantité fixe d'inventaire. Vous avez aussi l'opportunité d'aller voir votre status et d'augmenter vos perks et vos habilités et vos knowledge, qui sont 3 branches différentes de skills qui se développent selon le niveau que vous avez. Donc, entre autres, au début, avec les skills, on pouvait soit être plus solide, augmenter son maximum health. On pouvait master pour créer des weapons plus efficacement. Dans les habilités, entre autres, on pouvait prendre une habilité pour se permettre de dismantle des items for scrap. Dans beaucoup de jeux survival, le scrap, c'est la monnaie courante. Ça sert aussi à crafter, entre autres, dans ce jeu-là, mais ça nous sert aussi de monnaie avec les NPC marchands. Ici, c'était pour vous montrer que presque tout ce que vous croisez dans la map peut être ramassé, sinon c'est pas là. Il y a quelques recettes aussi que vous pouvez trouver dans la map qui sont sous la forme de blueprint. Entre autres, là, j'avais trouvé des herbal tea. Ça, c'est le menu de crafting. Vous pouvez faire certains objets qui vont venir vous aider avec le scénario, surtout du healing. Ici, c'était pour vous montrer le décor et l'ambiance, là, tu sais, des cadavres dans le bain, quelqu'un de pendu, des gens qui ont plus de peau sur eux pantoute. C'est très glauque, c'est peu habité. Ça, c'est les marchands que je vous parlais. Vous voyez toujours le prix en scrap, et c'est tout simple. Le prochain jeu qui a été essayé dans le Humble Bundle est Disjunction. Design de vieux platformer 2D. Feel graphique un peu polish à la Metroid même, je dirais. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu un peu de stealth. Vous pouvez vous déplacer pour assommer les gens en donnant des coups. Vous avez aussi un gun d'accessible sur votre personnage. Par contre, quand vous tirez, vous faites du bruit, comme c'est un jeu de déplacement et d'espionnage un peu et d'assassinat. On essaie de pas trop être détecté. Chaque personnage a plusieurs skills, entre autres de lancer une grenade. Celui-là, il y a un tir électrique. Et les personnages ont aussi une barre. À chaque fois que vous trouvez un kit d'amélioration, que ça s'appelle, qui est un objet caché dans la map, vous allez pouvoir choisir un des deux qui vous est disponible, qui va venir augmenter directement un de vos 3 skills ou votre passif. Qui est un peu votre 4e skill, mais vous pouvez pas l'activer. Vous avez plus qu'un bonhomme. C'est pas vous qui choisissez quel bonhomme participe à quelle mission, c'est l'histoire qui le décide. Mais chaque bonhomme a ses 4 skills différents et a aussi un gun différent. Entre autres, il y avait un shotgun et la possibilité de frapper avec son bras en métal. Quand vous mourrez, vous recommencez toujours au checkpoint. Habituellement, c'est à la dernière porte que vous savez traverser. Ça, c'est le 3e bonhomme. Lui, il y avait une mitraillette un peu plus classique. Puis, vous voyez, les ennemis, c'est souvent des drones, des robots, puis des humains. Puis chacun a leur propre pattern de distinction, dans le fond, de quelle direction eux autres ils regardent pour vous détecter. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelle FI. FI est un jeu narratif dans lequel tu dois ramasser ces petites runes que vous allez trouver sur la map. Ces runes-là vous permettent de monter de niveau, un peu comme dans Sonic, vous alliez ramasser les coins, ou dans Mario, vous ramassez des coins pour avoir des vies. Dans le jeu, vous pouvez trouver des coffres à des endroits cachés. Donc, c'est pas juste un puzzle très linéaire. Il y a certains petits endroits que vous allez trouver des coffres. Aussi, c'est pas juste un platformer classique. Rapidement, dans le jeu, vous trouvez votre artefact légendaire qui est un bouclier, Shout Out à Shield Hero. Avec le bouclier, évidemment, vous pouvez vous protéger et attaquer les monstres et les adversaires du jeu. Les adversaires, c'est tout un peu ce polish comic book. Donc, un des adversaires classiques est les fantômes. Vous pouvez auto-attaque, heavy attaque et faire un shield autour de vous. Au travers le jeu aussi, vous allez débloquer de multiples autres habilités.
Ici, c'était pour montrer différents types de fantômes. Chaque fantôme a leur pattern d'attaque à apprendre. Ça, c'est quand vous vous déplacez d'un chapitre à l'autre. C'est vous qui décidez dans quel ordre vous les faites, les chapitres. Mais vous devez vous y rendre. Puis pour vous y rendre, vous pouvez surfer sur votre shield. Puis j'aimais vraiment ça me déplacer en prenant les boosts d'accélération. Quand vous rentrez dans un chapitre, vous avez soit la possibilité de trouver des habilités comme celle-ci, qui est l'habilité de tourner le shield en le lançant dans un arc de cercle autour de soi. On peut voir aussi qu'en bas de la vie, j'ai une barre de mana qui s'utilise à chaque fois que j'utilise l'habilité. Puis ça, c'est les boss fights du jeu. Au lieu d'avoir des combats classiques, c'est plutôt un combat en platformer où à chaque fois que tu réussis un pourcentage du labyrinthe d'épreuves, tu fais des dégâts au boss. Quand tu réussis à te rendre à la fin de toute cette série de mouvements, si tu survis évidemment, ça tue le boss et le boss s'enfuit vers une autre partie du jeu. Puis c'est toujours la même sorcière dans ce jeu-là qui t'a maudit. Dans le fond, t'es un jeune homme très très fort, mais qui a été maudit en vieillard. C'est souvent en 3 temps, donc une fois que c'est fini, le boss s'en va. Et une fois que le boss est parti, tu ramasses son fragment dans le chapitre. Et c'est un peu le classique histoire. Si tu ramasses tous les fragments, tu seras le héros capable de libérer le royaume de la méchante sorcière. Le 4e jeu que j'ai essayé dans la série Humble Bundle de juin s'appelait Going Under. Honnêtement, je pensais que ça allait être un jeu d'un peu gestion financière, mais pas du tout. C'est un jeu d'action où les couleurs sont vraiment funky. Ça, je trouvais ça agréable. Habituellement, on a toujours les mêmes palettes de couleurs. Puis là, c'est vraiment flash. Tout est flash. Puis aussi, le jeu, c'est que tu travailles pour une compagnie qui s'appelle Fizzle, qui est une compagnie qui, à la base, vendait des boissons, Coca-Cola joke, et qui a fini par faire plusieurs autres choses dans tout leur domaine de branche. Mais un de leurs problèmes, c'est que dans leur sous-sol, ils ont plusieurs types de monstres qui s'y ont installés. Entre autres, le premier donjon que vous débloquez s'appelle Joblin. Puis évidemment, dans Joblin, il faut aller tuer des gobelins. Ce que j'aimais du jeu aussi, c'est qu'on pouvait ramasser pratiquement tous les objets que vous trouvez sur la map. Les objets de petite taille s'accumulent dans votre inventaire ici. Vous pouvez toujours en avoir 3 sur vous. Vous pouvez aussi focus sur l'ennemi si vous trouvez ça compliqué. Vous pouvez aussi dodger les attaques des ennemis. Puis quand l'objet est trop gros, comme le moniteur, si vous changez d'objet, vous laissez l'objet directement à terre. Puis comme vous allez pouvoir, le moniteur a broken quand je l'ai frappé. C'est que chaque objet a un nombre de durabilité et font un critique lorsqu'il explose. Ça, c'est des talents. Les talents que vous trouvez dans le jeu, par contre, sont juste fonctionnels pour la run que vous êtes en train de faire. Une fois que vous mourrez ou vous battez un boss, vous revenez à votre entreprise, vous perdez toutes vos skills, puis vous recommencez à refaire une autre run. Donc, peut-être 10-15 minutes chaque, c'est très vite. Même si vous mourrez rapidement, ça peut être moins de 10 minutes, une aventure. Fait que c'est le fun d'un jeu, des fois, qu'on peut se connecter rapidement. Puis ici, c'est les 2 seuls boosts qu'on peut avoir. Le premier est le mentor, le deuxième s'appelle Pin Skill. Le mentor est quelqu'un que vous allez équiper après avoir fait des quests dans votre bureau, qui va venir vous donner un avantage passif automatique. Pin Skill, c'est les skills que je vous parlais auparavant. Quand vous allez les faire souvent dans les maps, vous allez débloquer un proficiency, un pourcentage d'efficacité avec ce skill-là. Puis si vous atteignez 100% de la barre, vous l'avez dans votre barre de skill ici, puis vous pouvez l'activer en partant. Donc, vous donnez un avantage avec celui que vous voulez exactement, puis qui vous aide à passer toutes les autres missions. Il y a d'autres choses aussi dans le jeu, comme des shops que vous pouvez rentrer dedans. Les shops ont toutes des objets avec des objets différents selon l'étage où vous êtes rendu. Puis vous pouvez les payer avec l'argent qui se trouve juste en bas des 3 cœurs ici. Chaque donjon a leur propre job. Joblin, entre autres, c'est Defeat Enemy Quickly. Le deuxième donjon que vous débloquez s'appelle Winky Dink, qui est un peu le donjon de la luxure et des démons. Et il y a beaucoup de petits clins d'œil coquins, entre autres celle salle remplie de lits et d'aubergines. Un autre des applications du jeu, c'est les petits cellulaires qu'on peut ramasser. Ça vous donne une habilité que vous pouvez activer une seule fois en appuyant sur la touche Q, mais vous pouvez changer. Puis ici, c'est le boss pas le boss, mais la job spéciale de Winky Dink. Au lieu de defeat un groupe d'ennemis rapidement, c'est faut que tu defeat une version beaucoup plus forte et élite d'un mob qui existe déjà là-dedans. Puis quand vous réussissez ces missions-là, on vous donne une boîte récompense. Dans la boîte récompense, souvent, vous allez retrouver argent, application, puis un nouvel item à appliquer dans vos 3 items, qui est souvent meilleur que ce que vous avez déjà. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelle Ikenfell. Ikenfell est un jeu qui est joué à la base sur la console, la Switch. Si vous le jouez sur ordi, je vous conseille de jouer avec une manette. Juste le timing est un peu plus agréable à avoir avec une manette de console. Je trouvais ça cute que les chats, c'était le save. Comme dans Final Fantasy, c'était les Moogle. Puis en fait, ok, les Moogle c'est cute, mais qu'est-ce qui est encore plus cute qu'un Moogle? Un vrai chat. Le jeu
Comme vous allez pouvoir, les graphiques, c'est vraiment un peu Zelda Link to the Past, mais le combat est un grid en 3 lignes, où tu as plusieurs spells que tes personnages vont avoir accès au travers le temps. Mais ce que j'adorais, c'est ça. Vous avez vu le cercle qui s'est rapetissé autour de la bébite? Ça, c'est le skill timing qu'on avait dans Mario RPG dans le temps ou dans Mario Paper. Ces RPG-là où il faut appuyer une touche au bon moment, puis dépendant de ton timing, ça va augmenter soit x2 ou x3 ton dégât ou augmenter d'1 ou 2, 3 points de dégâts. Ça, c'est tellement le fun. Chaque skill a son propre rhythm. Puis évidemment, on l'a aussi quand l'ennemi nous a. Si on l'a pas, ça marque oups, puis on se mange la totalité de dégâts. Puis quand on l'a, on a great, puis on se mange le minimum de dégâts possible. Avec des items, évidemment, vous pouvez augmenter votre vie, aller équiper des différentes choses. Ce que j'aime aussi, c'est que la majorité de ces jeux-là, t'as pas à te déplacer. C'est là que tu dois toujours penser parce que tous tes spells ont une zone d'effet différente. Comme vous pouvez voir, Fireball avait une cross. Mais pas juste ça, la cross fait que chaque météore, j'avais à le timer individuellement. Évidemment, c'est pas juste je clique le bon timing puis tout mon AOE est parfait, ce serait trop simple. Aussi, ce que j'aimais dans les déplacements de map, un peu Zelda-esque, c'est qu'il y avait des petits puzzles comme ça qui est des rushs qui m'empêchent de savoir le chemin d'avance pour essayer de me rendre jusqu'au coffre, puis c'est un petit peu plus compliqué. Puis ça serait pas un bon RPG, évidemment, si on peut pas débloquer d'autres bonhommes. Fait que rapidement, on débloque une alchimiste, qui elle, son pouvoir, c'est l'acide. Notre mage principal a fait du feu. Puis avec toutes les mages que vous allez débloquer, vous allez pouvoir profiter des éléments qu'ils ont pour avoir des dégâts bonus sur les mobs. Le prochain jeu que j'ai essayé, j'ai très peu d'informations à vous dire dessus, mais c'est un jeu narratif. Alors, j'ai essayé de moi-même, dans la vidéo que je vous offre sur ma chaîne, de pas en mettre trop, parce que je savais que le jeu durait 3h30, 4h. Si je vous donnais une vidéo d'1 heure, c'est le quart du jeu que je vous spoilais d'un coup. Mais l'histoire a un disclaimer, puis c'est l'affaire la plus importante. Je pense à propos de ce jeu-là, ça traite de violence conjugale et de troubles de la personnalité borderline. Et que c'était vraiment une expérience narrative qui est là pour vous faire réfléchir à propos de ces problèmes mentaux-là. Donc, entre autres, vous pouvez voir, c'est très lent. L'ambiance musicale est très calme. Vous avez toujours peu de choix de réponses. L'ambiance clignotant rouge est là pratiquement tout le jeu. Elle est là pour vous rappeler un peu l'empressement, le mal-être, vous mettre dans une ambiance où vous n'êtes pas dans une liberté ou un calme d'esprit constamment au travers le jeu. Une des moments mécaniques différent du jeu, je dirais, c'est que quand le personnage principal vit des émotions très fortes, il est comme capable de se concentrer uniquement sur un seul sens à la fois. Donc, tu choisis quel sens tu vas appliquer à ce moment-là, puis quel sens tu vas te concentrer. Entre autres, si tu choisis les yeux, qui est le premier que je fais, mais tu vas voir la scène, puis la personne va juste se concentrer sur ce qu'elle est en train de voir, puis non sur tout le reste de la situation. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelle Panzer Paladin. Panzer Paladin, là, c'est littéralement un Megaman. Vous êtes Flame, ce petit bonhomme avec le hook qui peut rentrer dans ce grand paladin géant robotique et doit avancer dans le platformer 2D. Entre autres, vous pouvez attaquer avec les armes que vous ramassez sur la map pour détruire les ennemis, mais attaquer avec l'arme fait descendre sa barre de durabilité, donc vous allez trouver plusieurs types d'armes différentes. Chaque arme a son propre reach ou son propre pattern d'attaque différent. Vous pouvez évidemment attaquer en mid-air, ce qui me faisait penser encore un peu à ces mouvements habituels qu'on voit dans tous les jeux comme Super Smash et compagnie. On peut lancer les armes, par contre ça la détruit d'un coup, mais si jamais vous pouvez pas vous rendre efficacement jusqu'au mob sans qu'il vous blesse, vous lui lancez l'arme d'en face. Certains moments du jeu, vous êtes obligé de les faire en flame. Vous pouvez d'ailleurs healer votre robot avec la tank ou le summoner avec cette petite plateforme. Ça, c'est le checkpoint. Vous êtes obligé de sacrifier une arme dedans pour avoir un checkpoint. Il y a juste un checkpoint par map. Donc, si vous mourrez avant d'être rendu, vous recommencez au début, puis après ça, vous recommencez toujours au checkpoint. Si vous brisez votre arme, ça active toujours son habilité. Entre autres, l'habilité que je vous ai montrée s'appelait Thunder. Ça fait des éclairs un peu partout puis blesser tout le monde. Ça, c'est les boss. Ça, c'est le premier boss qui se trouve au Canada. Il s'appelle The Horseman. Sa mécanique, c'est juste de bloquer avec son bouclier. C'est un des plus faciles, mais c'est d'ailleurs le seul que j'ai réussi. C'est un jeu qui nécessite énormément de grinding, de pratique. Il est pas gentil avec vous si vous aimez. Tu sais, moi, il me faisait penser au vieux Megaman, là, celui qui vous libère comme ça avec plein de pays. Puis, en fait, c'est le carré, là, 3 par 3. Puis, il faut vous trouver un peu le meilleur ordre dans lequel faire les boss pour apprendre les mécaniques. Il y en a certains qui sont un peu plus faciles, mais c'est pas marqué lesquels ils sont plus faciles. C'est un peu de l'essai, de l'erreur, puis de la pratique.
Hein? Fait que préparez-vous à mourir des centaines de fois. Moi, dans mon test d'une heure, comme je vous dis, j'ai battu un boss. Je suis mort peut-être 25 fois. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelle Pa. Ouais, un mauvais jeu de mots. Bref, on est tous des petits oursons animaux et il y a des classes, dont le guerrier. Dans ces animaux-là, l'important à savoir dans la narrative de l'histoire, c'est que vous êtes les bottomless. Vous n'avez pas de pants, c'est important. Ça, c'est vraiment important pour votre communauté de pas porter de pants. Puis les méchants, eux autres, ils portent des pants. C'est des méchants porteurs de pants. Fait qu'au début, t'as 4 personnages. Un guerrier, archer, botaniste, barbare. Et chacun de ces personnages-là ont 2 habilités différentes qui coûtent chacun leur barre de rage, cette barre qui se file selon vos auto-attaques. Entre autres, le botaniste lançait des plantes qui faisaient figer et permettait de se healer avec son gros skill. Des fois, c'est pas juste de tuer. Ici, je voulais juste vous montrer que vous pouviez pousser un chariot. Donc, la map au complet, c'était de pousser le chariot jusqu'au fond. Puis à chaque fois que vous finissez une map, le personnage que vous jouez gagne en expérience et peut monter de niveau. Avec ces niveaux-là, vous pouvez aller les dépenser dans une barre, un talent tree qu'on appelle une barre de progression, et peut vous donner plusieurs choses, soit une augmentation directe à une de vos capacités, ou vous débloquez des nouveaux combos pour les armes que vous utilisez, pour le personnage que vous utilisez. Donc, il y a 2 boutons pour donner des auto-attaques, puis ici, ça me donne une possibilité d'en mélanger, puis être capable de faire un enchaînement beaucoup plus long. Puis comme le jeu, il est mécanique simple, dans ces jeux-là, il y a un time frame qui permet que quand tu frappes un ennemi, il est comme toujours buggé tant que tu continues à le frapper. Donc, plus ton combo il est long, l'ennemi peut jamais réagir, puis tu es capable de le bloquer plus longtemps dans un mur, puis aller nuire à sa barre de vie de façon très rapide et efficace. D'autres choses dans ce petit jeu tout simple, vous pouvez changer de personnage en tout temps. Vous partez pas l'histoire avec un seul personnage, vous avez toujours accès à tout le campement. Vous pouvez aussi acheter des objets. Ça, c'est un autre personnage, c'est le barbare. Le barbare se bat avec des armes à 2 mains. Vous pouvez voir qu'il frappe beaucoup plus lentement que mon botaniste, mais quand il frappe, il fait voler le monde parce qu'il y a beaucoup d'impact. Ça, c'est l'archer, le seul qui attaque à distance constamment. Il peut aussi attaquer au corps à corps, mais il fait moins de dégâts que les 2 autres. C'est ce qu'il entre autres, il y a la volée comme attaque spéciale. Puis ça, c'est le 4e des bonhommes du début, qui est le guerrier avec le bouclier. Puis c'est le plus simple à jouer de loin, même, je dirais. Ses habilités coûtent pas cher, ses habilités font beaucoup de dégâts. Quand vous pétez des boîtes, vous pouvez trouver des objets, soit de l'argent, soit des équipements pour vos autres personnages ou les personnages que vous êtes en train de jouer. Mais ça va pas être toujours le personnage que vous êtes en train de jouer. Donc le jeu ici, c'est comme ça que la map se développe. À chaque fois que vous finissez une mission, vous pouvez avancer, mais vous pouvez toujours revenir à votre QG, qui s'appelle les QG des Antipens. Puis dans ce QG-là, c'est là que vous pouvez acheter des choses dans le shop, changer de personnage directement. Aussi, il n'y a pas juste 4 classes dans le jeu. Il y a aussi des classes que vous allez débloquer selon ce que vous faites avec les personnages. Entre autres, je pense que j'avais débloqué une classe qui s'appelait le gardien, qui est un peu comme un guerrier, ont exactement épée, bouclier les 2, mais c'est dans leurs habilités qui sont complètement différents, puis leur talent est vraiment différent un de l'autre. Malheureusement, le prochain jeu que j'ai essayé, je n'ai pas de vidéo dessus parce que la vidéo que j'ai enregistrée a crashé, mais je vais vous en parler un peu. Ça s'appelle Secret Neighbor, puis si ça vous intéresse comme concept, je vous invite à aller voir n'importe quelle vidéo sur YouTube du jeu. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez pouvoir embarquer dedans très rapidement. Vous êtes un groupe d'enfants qui s'infiltrent chez le neighbor. Le but est d'ouvrir sa porte cachée dans laquelle il y a son mystère ou la pièce du crime, comment vous voulez l'appeler. Cette porte-là a plein de locks dessus, puis les enfants doivent trouver toutes les clés pour ouvrir toutes les locks. Mais parmi le groupe d'enfants se trouve le neighbor caché en enfant. Donc au début, tout le monde se fait choisir son personnage, mais une fois que tout le monde est prêt à commencer, un des joueurs se fait dire qu'il est le Secret Neighbor. Donc, c'est pas vous qui décidez si vous êtes le méchant dans cette partie-là. C'est toujours aléatoire. Puis quand t'es le Secret Neighbor, le but, c'est de faire des pièges à tous les enfants pour les empêcher d'accomplir leur but et des isoler pour les capturer. Si les enfants réussissent pas tous à ouvrir la porte et comme réussir la mission, mais dans ce cas-là, c'est le Neighbor qui gagne. Donc, c'est un jeu de deception, de recherche. Il faut vraiment bien savoir comment se placer, d'essayer de pas montrer qu'on est le neighbor quand on l'est. Donc, essayer de savoir où sont placées les choses pour que quand on n'est pas en train de les faire pour vrai, on allait quand même convaincant. Si vous connaissez Among Us, pour moi, c'est dans le même groupe que ce genre de jeu-là. Among Us, Mafia,
Secret Neighbor. Le prochain jeu que j'ai essayé s'appelait Stubbs the Zombie Rebel Without a Pulse. Déjà, je trouvais le nom vraiment funny. La musique, elle me fait rire. Mais ce que je trouvais fou, c'est que t'es pas un jeu de zombies où tu tues les zombies. C'est un jeu de zombies où t'es le zombie. Ça me faisait vraiment penser au jeu d'Alien où tu détruis toute la planète. Parce qu'à chaque fois que tu tues les humains, ils deviennent des zombies avec toi. Tu peux manger leur cerveau. Tu peux faire un gros pet radioactif comme ça pour les stun, pour pouvoir les manger plus facilement et éviter qu'ils tirent dessus. Puis les zombies que tu crées, évidemment, vont aller manger d'autres personnes pour créer toujours une plus grosse armée de zombies. Tu peux appeler ton armée en les sifflant, en les faisant venir à toi. Les policiers tirent dessus, ça fait descendre ta vie. Mais quand tu leur manges le cerveau, vous pouvez voir que ça guérit le zombie. Il y a plusieurs minigames dans le jeu. Entre autres, vous pouvez conduire des voitures. Il y a aussi la possibilité de débloquer des skills comme lancer ses intestins pour que ça devienne une grenade qui brûle la personne juste temps que ça l'explose. Chaque zone est un peu un environnement différent. Ça, c'est le troisième skill, c'est de séparer sa main de son corps pour qu'elle se déplace dans l'environnement. Mais elle peut aussi sauter sur les gens pour les attaquer directement. Et si elle réussit son emprise, vous en prenez le contrôle et vous êtes maintenant dans le corps d'un humain. Donc vous pouvez utiliser les guns qu'il y avait. Donc celui-ci c'est un policier, il y a un pistolet. Donc j'ai pu sortir le pistolet puis commencer à essayer de tirer ces gens. Il n'y a aucune mécanique qui est compliquée. Vous pouvez voir les... C'est pas un vrai FPS, c'est pas un vrai jeu de combat. C'est vraiment un jeu pour le fun d'être un zombie. Entre autres, un des premiers boss, c'est un Dance Rhythm Game. Faut que vous vous souvenez c'est en mémoire, quelle couleur qui s'active. Puis après ça, il faut repaiser les bonnes couleurs sur le bon temps de rythme. Si on s'entend, ça n'a pas rapport avec transformer des gens en zombies. Puis c'est ça, je dis que c'est vraiment un jeu qui est là pour vous divertir, vous lancer plein de mécaniques super simples qui sont un peu d'arcade. Mais j'ai vraiment apprécié l'heure que j'ai passée dessus. Le prochain jeu que j'ai joué s'appelle Worms Rumble. J'ai aimé les graphiques, je suis fan de la série Worms. Par contre, je n'ai plus que faire le tutoriel en 1 heure. J'ai jamais été capable d'avoir une seule partie. Fait que si vous achetez le Humble, je vous conseille pas de prendre ce jeu-là. Évidemment, si vous les avez tous, je vous conseille pas de l'installer, mais prenez-le pareil. Mais je vais vous en parler pareil. Malheureusement, les mécaniques étaient quand même le fun. Ça avait l'air d'un Battle Royale Worms. Tu peux te déplacer en appuyant sur espace. Avec un des boutons de la souris, tu peux donner des coups de batte à l'infini pour détruire des choses ou frapper les adversaires. Tu peux trouver différents types de guns sur la map. Le déplacement était pur, parfait Worm. Tu peux faire des wall jumps en sautant sur un mur. En prenant juste un petit peu de ta stam, comme dans tout bon Worm, tu peux évidemment lancer des grenades. La première grenade est évidemment celle de base, mais vous pouvez ramasser différents types. Il y a aussi des trucs de déplacement comme le hook ou le jetpack. Il y avait beaucoup de grands classiques, la Holy Hand Grenade que vous connaissez tous, avec le classique Alléluia. La banane bombe qui explose en plusieurs petites bombes différentes. Il y avait plusieurs types même de guns, comme la mitraillette, un shotgun. Il y avait un bazooka. Il y avait un sentry launcher qui permettait de lancer des tourettes sur la map. Le plasma blaster que tu pouvais recharger pour tirer une grosse boule de plasma qui allait rebondir juste à temps qu'elle touche une target ou par temps exploser. Un rocket shield pour faire des gros shield bash puis se déplacer rapidement parce qu'il y a un jetpack derrière le shield. C'est Rocket Shield. Vraiment le fun comme arme. Le Hammerhead qui lance des missiles à profusion. Et le gun à chèvre. Rien de mieux. Moi, c'est un de mes guns préférés, ça. Mais j'ai pas d'autre chose à vous montrer que quelle arme il y avait prévu à mettre dans le jeu parce que j'étais incapable d'avoir une partie. Si vous êtes capable, vous êtes chanceux. Je suis peut-être juste pas au bon heure. Le dernier jeu est le jeu du mois. Il y a toujours un jeu Humble qui est un peu la figure de proue, la tête d'affiche. Et ce n'est pas juste Civilization 6, mais bien Premium Civilization 6. Et donc, ça vient avec 100% des DLC qui ont été créés pour le jeu d'une valeur totale de 200$. Donc, vous payez le moins cher Humble à 6$, je crois. Vous pouvez aller chercher Civilization 6 parmi vos 3 choix ou vos 6 choix. Et vous venez d'économiser pratiquement 190$ sur un des meilleurs jeux de tous les temps, selon moi, comme franchise. J'adore Civilization. Vous savez déjà que je suis un fan de board game, probablement déjà vendu. Donc oui, Civilization est un jeu qui se joue comme un board game, mais où tout est informatisé. Donc vous n'avez pas à
pratiquement rien faire par vous-même. Entre autres, dans ce jeu, vous avez des villes. Les villes sont délimitées par leur territoire. Chaque ville peut avoir une liste de construction lorsque vous cliquez sur la petite roue. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous allez construire. Chaque bâtiment ou chaque unité ont leur tour ici d'indiquer qu'ils vont prendre avant de compléter leur construction. Et chaque partie a un tour limite. Vous pouvez évidemment choisir vous-même la donnée. Un match classique en a 500, un match multiplayer classique a 250 tours. Quand vous commencez une partie normale, vous avez juste votre capitale, puis elle est même pas sur la map. C'est vous qui décidez aussi où vous allez la mettre. Par contre, si vous décidez de faire un scénario qui est déjà prévu d'avance, dans le scénario préfet, vous avez souvent une map qui est déjà étendue comme celle-ci. Sur le côté ici, c'est le nombre de populations qui se retrouvent dans votre civilisation et le nombre à côté, c'est combien de tours ça va prendre avant que votre civilisation augmente d'un de population. Et le petit bouclier ici, c'est sa défense. Chaque petite tuile ici, c'est quelque chose sur laquelle vous allez pouvoir faire un bâtiment, un district ou un upgrade ou quoi que ce soit dans votre liste. Le Trader Unit, c'est un unit qui vous permet d'être envoyé soit à vos propres cités ou d'autres cités que vous allez encounter, soit des cités-états qu'on appelle, qui est des computers qui peuvent pas s'étendre, qui participent pas à la victory, ils peuvent pas gagner la partie, ou à ces computers-là qui peuvent gagner la partie. Puis dépendamment à qui vous l'envoyez, ça va vous donner des bonus différents. Il y a 2 branches différentes d'habilités aussi que vous allez pouvoir faire des actions avec. La première s'appelle la branche civile, le Civic Tree. C'est toujours une branche comme ça dans laquelle ils vont toujours de gauche à droite. Vous devez toujours avoir celle de gauche pour pouvoir continuer vers la droite. C'est toujours indiqué le nombre de tours que ça va prendre le faire, ainsi que tous les bonus que vous allez avoir accès pour faire ces technologies-là que vous allez chercher. Ici, c'est des augmentations directement de votre gouvernement, parce que dans le jeu, vous devez gérer votre empire. Et donc, vous pouvez débloquer des types d'empires. Donc, si vous avez des Divine Right, vous pourriez avoir une théocratie, ou une thalassocratie, ou un Merchant Republic. Puis ainsi de suite. Puis dépendant du type d'empire que vous avez, ça va venir différencier le nombre de cartes que vous avez d'accessibles dans quelle catégorie. Évidemment, les mauves sont pour la religion dans ce cas-ci. Des fois, il va y avoir rouge aussi pour la guerre. Il y a aussi économique qui est en jaune. Et le vert, c'est tout pour les diplomatiques. Puis Wildcard, c'est que vous pourriez mettre n'importe quelle des cartes que vous débloquez au courant de la partie dans la catégorie Wildcard, même si vous avez plus de place dans ceux d'en haut. Évidemment, chacune des cartes a son propre skill. Ici, c'est ce que je vous disais par les gouvernements. Selon ce que vous avez débloqué, vous le prenez, puis ça vous donne un passif automatiquement. Vous pouvez fonder des religions. Vos religions vous donnent des avantages directs sur le jeu, donc à vous de choisir efficacement vos religions. Vous pouvez aussi gagner la partie si toute la planète prie votre religion. Vous pouvez gagner la partie de plusieurs façons. Entre autres, vous pouvez gagner par culture, par science, par voie diplomatique, ou en conquérant toute la map comme un vrai patron. Mais conquérir la map, moi je trouve ça difficile de la finir au complet souvent. Chaque unité peut être promote. Quand il y a ramassé assez d'XP, les promotions vont venir donner des stats différentes à votre unité pour qu'elle soit toujours plus efficace. Mais vous pouvez aussi faire un upgrade à votre unité. Mettons que vous avez acheté des archers dans un des premiers temps de l'univers, puis après ça, vous avez accès aux arbalétriers. Vous aimeriez que votre archer devienne un arbalétrier, mais vous pouvez en dépenser un peu d'argent dans le jeu. Ici, c'était pour vous montrer les combats. Les combats, c'est comme un combat à risque. Il n'y a rien de grandiose qui se passe. C'est juste les petites figurines, vous pouvez zoomer pour les regarder, ils vont bouger une petite animation, puis après ça vous dit le nombre de dégâts des deux côtés. Quand une unité a plus de points de vie, elle meurt, elle est enlevée du board game, tout simplement. C'est ce qui va conclure l'Humble Bundle de juin, puis j'espère vraiment que vous avez apprécié. En espérant vous revoir sur plus de vidéos tout le monde. À plus.